Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 11 novembre 2025 et notre ami John Helmer est avec nous. Bon retour parmi nous, John. Mevrouw Hassainer mi, Erde Trur. Commençons, John, par la visite d'Al-Jolani, vous savez, le responsable syrien qui se rend à Washington. Je pense que lorsque l'on regarde les photos et les vidéos, c'est historique. On voit le chef d'Al-Qaïda aller à Washington, parler avec Donald Trump, et voici la photo montrant Trump en train de parler et de rire. Quelle est votre compréhension de cette nouvelle initiative de l'administration Trump et comment cela se rattache-t-il à ce qui se passe en Syrie? Je pense que nous pourrions introduire ce que nous allons dire à propos de la Syrie et le relier aux autres zones de conflit, l'Iran, le Venezuela, l'Ukraine, l'Inde et le Pakistan. Et peut-être que nous aurons un peu de temps à la fin pour en aborder quelques autres. Nous sommes dans une phase d'opération clandestine. Laissez-moi expliquer très rapidement, puis nous passerons directement à la question syrienne. En ce moment, l'orientation de Trump consistant à utiliser une force massive, la stratégie d'anéantissement, pour changer le régime en Iran a échoué et est, disons, en suspens. Pour une excellente raison. L'Iran dispose désormais d'une défense aérienne dissuasive en coordination avec les Russes. Au Venezuela, la semaine dernière, nous avons entendu des responsables de l'administration, Rubio, Hegseth et d'autres, témoigner à huis clos. Certes, c'était à huis clos, mais une fuite a révélé qu'à l'heure actuelle, l'administration ne croit pas disposer d'une justification légale pour attaquer des cibles terrestres au Venezuela. Donc, ils disent qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune justification légale pour attaquer des cibles terrestres au Venezuela. Cela ne veut pas dire qu'ils ne continueront pas à utiliser des opérations secrètes pour fabriquer des raisons. Mais pour le moment, une attaque contre le Venezuela n'est pas imminente. Une autre raison à cela est que la défense est plus efficace qu'ils ne veulent le risquer. Nous l'avons dit la semaine dernière dans l'émission. Ainsi, le Venezuela et l'Iran, en tant que cible de changement de régime, en sont à la phase des opérations secrètes. La Syrie est l'exemple d'une opération de changement de régime qui a réussi, et nous en sommes maintenant à l'étape des opérations secrètes utilisant ce succès, essentiellement la partition de la Syrie, comme nous en avons discuté, entre la Turquie, les États-Unis et Israël, pour élaborer la politique américaine. Et nous en viendrons à ce que cela signifie, ainsi qu'à la manière dont cette rencontre avec le président intérimaire de la Syrie, Ahmad al-Shara al-Jalani, les deux noms, a été gérée. Nous voulons examiner la façon particulière dont les Américains l'ont traité à la Maison-Blanche et à Washington, afin de comprendre ce qu'ils pensent faire, puis comparer cela à la manière dont les Russes l'ont reçu lorsqu'il s'est rendu au Kremlin. Le degré d'ouverture du côté russe contraste très nettement avec la manière singulière dont al-Jalani a été traité à Washington. Gardez simplement à l'esprit qu'il ne s'agit pas de la première rencontre entre Trump et le dirigeant syrien. Il y en a eu une en Arabie Saoudite avec le président lors du CCG, le Conseil de coopération du Golfe, qui fut la première annonce de Trump de son intention de lever les sanctions contre la Syrie et de reconnaître la nouvelle direction du pays comme un retour à la normale. Aujourd'hui, les affaires et l'argent comptent parmi les principaux objectifs des États-Unis. On peut le voir sur les photos et on peut aussi le constater en mai. Trump évoque en mai la nomination de ce qu'il appelle un très bon ambassadeur, un ami à moi qui est libanais. Il s'agit de l'ambassadeur Barak, Tom, si je ne me trompe pas sur son prénom. Barak, d'origine libanaise, promoteur immobilier, ayant fait affaire avec Trump pendant de nombreuses années. Barak est officiellement ambassadeur en Turquie,
et envoyé spécial pour la Syrie. Il a assisté à la réunion dans le bureau ovale que vous venez de montrer, assis au premier rang. Gagner de l'argent en Syrie est un objectif majeur. Making money in Syria is a major objective. It's a major objective of a private commercial kind. C'est un objectif majeur d'ordre commercial privé, du type Barack, du type Trump. Et c'est aussi un objectif majeur des États-Unis, du FMI et de l'Arabie saoudite. Avant qu'Al-Jalani ne se présente à la Maison-Blanche, il avait rencontré la direction du FMI. La direction du FMI a publié plusieurs déclarations engageant la Syrie en échange de la reprise d'un programme du FMI dirigé par les États-Unis, à la privatisation et à la commercialisation de ses ressources, et ainsi de suite. Le niveau de la dette extérieure que la Syrie supporte est difficile à évaluer, car la majeure partie est due à la Russie et à l'Iran, et il n'existe pas de chiffres à ce sujet. Cela semble devoir être radié, car le FMI l'a complètement ignoré. Mais ce que l'on voit sur ces photos est une illustration très particulière, comment dire, d'une manière de traiter la Syrie tout à fait différente de tout ce que j'ai pu voir auparavant. Une réunion figurait à l'agenda de la Maison-Blanche à 11 heures, mais aucune réunion n'était prévue dans la salle du cabinet pour la suite. Dans la salle du cabinet, il n'y avait pas de carton nominatif sur la table. C'est inhabituel, car presque toutes les réunions avec des dignitaires ou des dirigeants étrangers dans cette salle comportent des cartons nominatifs afin que chaque partie sache à qui elle s'adresse, en particulier le président. Ce que nous voyons également sur les photographies, c'est une tentative de militariser les discussions dans le bureau ovale. Le général Kane, chef d'état-major interarmé, et Peter Hegseth, secrétaire à la Défense, se trouvaient tous deux au deuxième rang. Cela signifie que les objectifs militaires des États-Unis étaient en discussion. Quel est le premier objectif militaire? Chasser les Russes de leur base en Syrie. Empêcher la Russie d'y jouer un rôle militaire important et préparer la Syrie comme plateforme pour une éventuelle nouvelle attaque américaine contre l'Iran. Il y a donc tous ces éléments, l'argent et l'énergie, les objectifs militaires, qui ont été gardés secrets. Secrets. Non, on ne peut pas laisser un communicant dire que vous vous y intéressez ou même que vous en parlez. Vous ne pouvez pas organiser de conférences de presse ni même de points de presse. Trump n'aurait rien à dire. Sur la photo que vous avez montrée, on le voit lire un texte posé sur son bureau. Cela signifie que tout a été soigneusement orchestré pour donner une impression de cordialité. Et c'était le cas. Du côté militaire, ils ne veulent pas en parler. L'argent, les investissements et l'effacement de la dette iranienne et russe, c'est un autre domaine d'intérêt. Mais on ne voit aucun des responsables américains qui s'en occupent habituellement. Je qualifierais donc la visite d'Al-Jalani de l'une des premières visites d'État secrètes. C'est le signe que les États-Unis essayent de construire en Syrie une plateforme pour poursuivre des objectifs clandestins contre leurs ennemis. John, la situation en Syrie me semble devenir de plus en plus complexe pour tous les acteurs présents, surtout pour les États-Unis, la Turquie et Israël. Mais quand on regarde la Russie aujourd'hui en Syrie, que peut-elle réellement faire pour contrer ce que les États-Unis essaient d'accomplir dans cette région? Pas grand-chose, pour faire court. Les 2 ou 3 objectifs fondamentaux de la Russie sont clairs dans presque toutes les déclarations faites depuis février, lorsque le président Poutine a eu son premier entretien téléphonique avec Al-Jalani. Le camp russe veut conserver sa base navale à Tartus et sa base aérienne à Khmeimim. Il ne le dit pas explicitement, mais il souhaiterait récupérer une partie de la dette.
estimé entre 30 et 50 milliards de dollars, dont le remboursement aurait été en partie prévu sous forme de ressources, concessions pour le développement russo-syrien du pétrole, des phosphates, des engrais et d'autres ressources, et préserver une base diplomatique russe, disons, qui inciterait la direction syrienne, Al-Jalani aujourd'hui, qui sait demain, à maintenir la position de la Russie et à empêcher la Turquie de progresser plus au sud. Israël avançant vers le nord et les États-Unis se déplaçant d'est en ouest. En d'autres termes, la Syrie est désormais un véritable champ de bataille, un foyer de conflit, car ni Israël n'est satisfait des avancées de la Turquie en Syrie, ni la Turquie n'est satisfaite d'Israël. On se retrouve avec cette partition triangulaire dans laquelle la Russie cherche à jouer les troubles faits du mieux qu'elle peut. Cela a été souligné lorsque le président Poutine a déclaré, et je consulte mes notes pour voir exactement ce qu'il a dit le 15 février, lors du premier appel téléphonique, que la partie russe avait réaffirmé sa position de principe en faveur de l'unité, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'État syrien. Essentiellement, cela signifie que nous ne sommes pas satisfaits du partage et que nous ferons de notre mieux pour soutenir tout mouvement en Syrie qui neutraliserait Israël, la Turquie et les États-Unis. Et c'est la position qu'elle maintient. Deuxièmement, elle souhaite entretenir des relations suffisamment bonnes avec Al-Jalani pour qu'il y voie un intérêt personnel à équilibrer les trois, à préserver Tartus et Khmeimim, les bases. La Russie ne va pas parler de contester la Syrie face à la Turquie, n'est-ce pas? La Turquie et la Russie sont des alliés importants. Elles ne l'étaient pas cependant à l'approche du renversement du régime d'Assad. Et c'est un conflit discret et subtil qui s'y déroule. Il y a un autre enjeu, et c'est l'une des préoccupations fondamentales de la Russie. La Russie ne veut pas voir la Syrie devenir une base d'entraînement pour des fondamentalistes islamiques et des djihadistes susceptibles d'être renvoyés dans le Caucase russe. Ni le terrorisme tchétchène, ni aucune autre forme de terrorisme anti-russe, qui par le passé a été une opération secrète soutenue par les États-Unis et le Royaume-Uni contre la Russie, ne sont acceptables. La Russie souhaite maintenir une position en Syrie. Par conséquent, elle a besoin d'un gouvernement de Damas relativement fort pour écraser tout type de mouvement de ce genre. Tels sont les objectifs de la Russie. Nous avons vu un appel téléphonique en février, puis un autre message du Kremlin en mars. À la fin du mois de juillet, le ministre des Affaires étrangères Lavrov s'est rendu à Damas et a rencontré son homologue Al-Shaibani, le ministre des Affaires étrangères. Il apparaissait sur cette photo prise dans le bureau ovale que vous avez vu et a déclaré explicitement qu'il se préparait dès juillet à une visite d'Al-Jilani au Kremlin. Lavrov a indiqué en juillet que la Russie s'attendait à ce que le président intérimaire de la République arabe syrienne, Ahmed al-Shara, participe au premier sommet Russie-Ligue des États arabes prévu pour le 15 octobre. Or, comme nous le savons tous et comme nous en avons parlé, ce sommet n'a pas eu lieu. Trump et les Israéliens, mais surtout Trump, ont pris de court les autres en organisant le sommet arabe de Sharm el-Sheikh pour célébrer le soi-disant accord de paix sur Gaza. Cela a empêché les dirigeants arabes de se rendre à Moscou la même semaine. À la place, Al-Jilani s'est présenté à Moscou sans le reste de la direction arabe. Cela nous a conduit au point où le président Poutine a ouvertement soutenu l'élection à Damas et a ouvertement appuyé Al-Jilani. Mais si l'on comprend pourquoi, on voit que ces manœuvres servaient les objectifs russes et qu'une partie de ces objectifs consistait à neutraliser les États-Unis, la Turquie et Israël. Disons simplement que la politique russe envers Israël en Syrie a été, pour employer un euphémisme, ambiguë.
Tu te souviens, pendant le premier mandat de Donald Trump, il voulait se retirer de Syrie. Et même Trump, dans cette nouvelle administration, en parlait de se retirer de Syrie, disant qu'il n'y avait aucune raison d'y rester. Et maintenant, il parle littéralement d'envoyer des troupes en Syrie, des troupes près des voies aériennes proches de Damas. En quoi cela est-il lié au conflit? Ou peut-être au fait que le Moyen-Orient semble sur le point de connaître de nouvelles guerres. C'est pour cela, disent-ils, que les États-Unis doivent être en Syrie pour soutenir Israël. Eh bien, pardonnez-moi, je pense que vous soulevez de bons arguments. Permettez-moi de répondre ainsi. Trump représente une sorte de ligne extérieure et agressive, la ligne d'anéantissement, la ligne de liquidation. Et il incarne aussi la ligne du plus d'argent. Disons simplement que ce sont les deux objectifs qu'il répète le plus souvent sous forme de refrains, de slogans, de devises, partout où il va. Ainsi, en dessous de son niveau de compréhension et de contrôle, il existe des opérations secrètes complexes, comme nous l'avons dit au début, essentiellement menées par des agents de la CIA, dirigés par le directeur Ratcliffe, et qui ne sont affectés en rien par ce que Tulsi Gabbard peut dire ou faire en tant que DCI. Et c'est à ce niveau que les opérations se poursuivent et se développent sans que Trump ne les surveille, ni n'en ait connaissance avant qu'elles ne soient terminées, ou du moins bien avancées. Elles reposent sur de simples accords de Trump qui sont transmis en cascade aux opérations de toutes sortes. Je ne crois donc pas que l'idée de Trump de retirer les troupes américaines de Syrie soit en accord avec les objectifs des opérations clandestines que nous venons de décrire. De même, il ne va pas envoyer de troupes américaines en Syrie et les exposer à un danger physique. Pas plus qu'il n'est prêt à le faire sur le champ de bataille ukrainien ou entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Il trouvera des moyens d'attirer des investissements commerciaux américains et d'y associer, oui, éventuellement des mercenaires, des mécanismes de protection militaire ou commerciaux, avec un soutien en mer Méditerranée ou ailleurs. Trump ou les États-Unis utilisent-ils leur position en Syrie pour protéger Israël? En quelque sorte, non, oui. Mais y a-t-il une coordination entre Israël et les États-Unis pour utiliser la Syrie comme plateforme d'attaque contre l'Iran? Tout à fait, oui. Ce serait, à mon avis, une priorité, l'une des priorités. Et souvenez-vous de ce que j'ai dit plus tôt, le général Kane était présent aux réunions avec Al-Jalani. Nous avons vu quelqu'un du commandement central jouer au basket avec Jalani avant les réunions à la Maison-Blanche. Sa visite est accompagnée d'une importante escorte militaire américaine de très haut rang. Cela signifie que les États-Unis veulent établir des relations avec la Syrie comme base d'opération. Et qui sont les ennemis? Eh bien, Israël n'est pas l'ennemi, n'est-ce pas? L'Iran est l'ennemi. La Russie est l'ennemi. L'Irak, non pas un ennemi. Mais il est essentiel, du point de vue du commandement central, du point de vue du général Kane et de l'état-major interarmé, de s'assurer que la Syrie ne menace pas ses objectifs militaires fondamentaux des États-Unis. Or, fait curieux, ce n'est pas très différent de la manière dont les États-Unis percevaient la Syrie dans les années 1940. Lorsque l'ennemi était l'Union soviétique et que l'intérêt principal portait sur le pétrole, les oléoducs reliant l'Arabie saoudite à la Méditerranée. J'ai documenté cela, raconté cette histoire dans le livre The Jekyll's Wedding, publié il y a quelques années. J'espère donc que cela répond à la question. La préoccupation de Trump se situe à son niveau. Faire de la Syrie une plateforme contre nos ennemis, principalement l'Iran. Faire en sorte que la Syrie rapporte des bénéfices. Et pour cela, l'ambassadeur Barracks est en première ligne. Ambassador Barracks on the front line. En observant le comportement d'Al-Jolani et de ses hommes,
Cela me fait penser à la politique étrangère de la Turquie. Ils essayent de jouer sur les deux tableaux, la Russie et les États-Unis. Mais ne penses-tu pas que tout cela concerne en réalité la Turquie et que les services de renseignement turcs sont derrière ce qui se passe en Syrie? Parce que je ne vois pas Al-Jolani et ses hommes comme étant si influents ou si puissants en Syrie. Même lorsqu'ils sont allés en Russie pour parler avec le président russe, il me semble que tout cela avait été planifié en Turquie. Ce n'était pas Al-Jolani et ses hommes qui l'avaient organisé depuis la Syrie. Eh bien, vous avez encore raison. Il ne fait aucun doute qu'Al-Jolani a été financé en partie par le Qatar, mais organisé, planifié, dirigé et contrôlé par la Turquie. Et sans les armes turques, sans la direction turque, sans la protection turque, l'avancée d'Al-Jolani depuis Idlib vers le sud n'aurait pas pu avoir lieu. C'était donc une opération turque. La Russie l'a compris dès le début et l'avait anticipé. La décision du côté russe de ne pas contester l'opération turque, l'aide, la planification et l'encouragement de l'avancée d'Al-Jolani vers Damas a fait l'objet d'un processus de décision sérieusement débattu et contesté en Russie entre octobre et décembre de l'année dernière. Le problème pour la Russie, je suis obligé de parler depuis ma position, vous comprenez, est que la Turquie est un allié stratégique dans la poursuite de la guerre contre l'Europe, les États-Unis et l'OTAN sur le champ de bataille ukrainien, ainsi que dans la résistance à la guerre des sanctions. Perdre la Turquie comme allié dans ce contexte représenterait un risque bien plus grand pour Moscou, pour le Kremlin, que la perte de la Syrie. Ainsi, l'approche russe doit être extrêmement prudente, disons une approche d'équilibre, une approche de perturbateur. C'est ainsi qu'elle doit être. Vous avez raison, Nima, de décrire Al-Jolani comme malfaisant, jouant une sorte de rôle d'équilibriste. Mais voyez-vous, de son point de vue, je peux comprendre sa tentative de rassembler autant d'alliés que possible pour son, disons, identité arabo-syrienne, car cela lui donne une certaine influence face aux hommes qu'il contrôle, les Turcs qui le contrôlent. Et plus il peut montrer qu'il bénéficie du soutien de Poutine d'un côté et de Trump de l'autre, plus il peut démontrer une présence militaire russe en Syrie et une présence militaire américaine, y compris en jouant au basket avec eux. Plus il peut présenter au président Erdogan à Ankara l'idée que celui qui fut autrefois leur client est désormais adulte et potentiellement indépendant. Et si vous étiez à sa place, ne feriez-vous pas la même chose? L'autre point, c'est qu'il pourrait vouloir utiliser la Syrie, ou peut-être qu'il pourrait d'une manière ou d'une autre attaquer le Liban par le nord. Je ne sais pas comment ça serait possible, mais que pensez-vous de cette idée, selon laquelle Israël pourrait attaquer le Liban et les États-Unis pourraient attaquer l'Iran? Vous avez mentionné que la possibilité d'une guerre avec l'Iran n'est pas très élevée en ce moment, mais qu'en est-il d'Israël attaquant le Liban et des États-Unis attaquant l'Iran? Est-ce complètement exclu? Eh bien, encore une fois, je dois dire que je suis basé à Moscou, donc je vois les choses depuis là-bas. Vous avez une meilleure idée de la manière dont l'Iran perçoit ces questions. Disons simplement qu'Israël mène des attaques dans le sud du Liban, presque en permanence, de petites opérations tactiques, d'autres un peu plus importantes, avec plus ou moins de portée, et les sources libanaises que j'ai, qu'elles soient à l'étranger ou qu'elles aient des maisons là-bas, décrivent un processus constant de pression israélienne. Donc, pour la première partie de votre question, il y a des attaques israéliennes constantes contre le Liban. Pour la deuxième partie de votre question, est-il concevable que la Turquie descende vers le sud et attaque le Liban par le nord?
Est-ce que je vous ai bien compris? Eh bien, lorsque j'essayais d'analyser cela en décembre dernier sur mon site web, Dance with Bears, et pardonnez-moi pour le public qui souhaite comparer ce que je savais alors à ce que vous me demandez maintenant, il y avait et il y a toujours eu un intérêt turc évident à récupérer les provinces ottomanes, les territoires ottomans, le long de la côte méditerranéenne, vers le sud, à partir d'Alexandrie. Il y avait également à Moscou un débat clair sur la nécessité militaire de défendre le littoral méditerranéen syrien, de Khmeimim jusqu'à la frontière libanaise, contre une avancée turque, en considérant le mouvement de Julani comme un mouvement turc. Disons simplement que, d'un point de vue turc, tel qu'il est interprété à Moscou, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord du point de vue iranien. Du point de vue turc, établir un contrôle sur la côte méditerranéenne serait un gain stratégique très précieux dans le cadre d'une avancée vers le sud. La Turquie a-t-elle besoin d'attaquer le Liban? Non. Peut-elle exercer une pression sur le nord du Liban, puisqu'elle contrôle le nord de Chypre et vise à faire de la Méditerranée orientale une mer turque? Eh bien, c'est depuis longtemps un objectif stratégique d'Erdogan. Et certains parmi notre auditoire connaissent la littérature turque sur la volonté de faire de la Méditerranée orientale une mer turque. Et cela s'étend stratégiquement jusqu'à la Libye. Donc je pense que vous avez raison. Il existe une ambition turque de contrôler et de dominer la Méditerranée orientale. Israël fait évidemment obstacle. Mais je ne pense pas que cette ambition s'exprime actuellement sous la forme d'une attaque territoriale contre le Liban. Non, pas cela. Et c'est là l'avantage sur le plan tactique de régimes faibles comme celui de Julani. Ils peuvent chercher le soutien des États-Unis pour dissuader les Turcs, ou celui des Turcs pour dissuader les Israéliens, et ainsi de suite. C'est un jeu que les Syriens pratiquent depuis la création de la Syrie et sa sortie du contrôle impérial français. Je pense que l'ensemble du conflit en Asie de l'Ouest ne peut pas être expliqué sans prendre en compte la guerre en Ukraine. Parce qu'il me semble, en regardant la situation dans son ensemble, que tout est lié à ce qui s'y passe. Et il ne semble pas que les États-Unis, à ce moment précis, envisagent de mettre fin à la guerre en Ukraine de sitôt. Quelle est votre perception de la politique à Washington? Veulent-ils vraiment mettre fin au conflit? Ou la politique consiste-t-elle simplement à le prolonger? Leur manière d'agir en Asie de l'Ouest me montre qu'ils veulent affaiblir la Russie dans la région, même en Syrie. Qu'en pensez-vous? Yes. What's your take on that? Well, let's try and take it piece by piece. Eh bien, essayons de l'aborder point par point. D'un côté, il faut reconnaître l'accélération de l'avancée russe. Et sans répéter ce que d'autres podcasteurs ont déjà dit, l'avancée terrestre russe s'accélère clairement. Leur capacité à infliger des pertes croissantes aux défenseurs ukrainiens et à provoquer de plus en plus de redditions augmente également. La campagne de guerre électronique que je documente et que notre public peut consulter sur Dance with Bears a vu paraître de nouveaux articles hier et aujourd'hui dans la presse moscovite. La campagne de guerre électronique consiste essentiellement à dire à l'Ukraine qu'avec l'arrivée de l'hiver, elle devra choisir entre avoir la lumière sans chauffage ou le chauffage sans lumière. Dans cette phase de la campagne de guerre électronique qui s'intensifie, la dynamique se maintient. Contrairement à octobre 2022 lorsque cela a commencé et à octobre 2023 lorsque cela a repris, le président Poutine ne limite plus désormais la portée de la guerre électronique. Mais il y a une condition politique à cela. Les régions orientales, Kharkiv, Poltava et Soumy, sont très durement touchées,
car elle représente la capacité de maintenir des réserves et des stocks d'armes et de fournitures pour la ligne de front. Détruisez cela, vous détruisez l'électricité, vous détruisez la puissance, vous augmentez la probabilité d'un effondrement en chaîne. Plus à l'ouest, la campagne de guerre électronique oblige des villes comme Kiev à choisir entre la lumière et la chaleur, et à comprendre qu'une solution politique pour atténuer cette pression exige une négociation avec la partie russe selon les conditions russes, et non selon la version du général Kellogg des conditions États-Unis, Union européenne, Zelensky. La guerre électronique porte ce message politique, et pour l'instant, rien n'indique que les Ukrainiens y consentiront. Ainsi, l'avancée russe, sous ces deux aspects particuliers, semble également être approuvée par les remarques de Trump. Il a répété à plusieurs reprises, et j'ai essayé de le consigner dans l'édition de Dances with Bears, que peut-être il faut les laisser se battre entre eux. Il a utilisé cette expression plusieurs fois. Peut-être qu'il faut les laisser se battre entre eux. À Moscou, cela est compris comme un encouragement à une offensive accélérée vers l'ouest, non pas pour risquer des pertes russes, mais pour intensifier la guerre électronique. Accélérer les avancées terrestres, en quelque sorte réunifier entièrement les 4 régions, et repousser toujours plus loin la capacité ukrainienne, de l'OTAN, britannique, française, allemande et américaine, à frapper l'arrière-pays russe avec des drones et des missiles. Ainsi, Trump semble dire « Allez-y, terminez cela rapidement ». Il semble sous-entendre « J'abandonne le cessez-le-feu ». Il renonce à ce mot commençant par « C », qui était au centre de l'attention il y a 2 semaines lorsque le sommet de Budapest a été annulé, et choisit à la place un autre mot en C, capitulation. Capitulation, qu'est-ce que cela signifie? Examinons cela car il s'agit d'une opération secrète dans laquelle les États-Unis, les Britanniques et d'autres sont profondément impliqués. Zelensky conserve-t-il le pouvoir politique? Oui. Nous savons que les Britanniques semblent favoriser un successeur comme le général Zaluzhny, actuellement ambassadeur à Londres. Nous lisons à la fois dans les médias ukrainiens et dans les médias alternatifs aux États-Unis et dans les commentaires à Moscou que les États-Unis pourraient préférer Zelensky. Poroshenko, un retour au pouvoir de Poroshenko. Et Poroshenko, l'ancien président, serait l'un des moteurs actifs de la campagne anticorruption actuelle qui vise les alliés de Zelensky, en particulier Timur Mindish, German Goloshenko, l'ancien ministre de l'Énergie, aujourd'hui ministre de la Justice, et Dmitry Bassov, le directeur d'Energoatom, la société publique ukrainienne. La campagne anticorruption actuelle se concentre sur le détournement d'environ 10 à 15% de l'aide étrangère versée à l'Ukraine pour protéger, reconstruire et réparer la capacité du pays à résister à la guerre électronique. Je suis surpris, ayant suivi la corruption ukrainienne pendant de nombreuses années, que la commission ou le taux de prélèvement ne soit que de 10 à 15%. Je m'attendais à ce que ce soit jusqu'à 30%, mais 10 à 15% représentent tout de même une somme d'argent très importante. L'objectif ici est d'utiliser cette enquête sur la corruption dans les contrats de construction énergétique pour détruire Zelensky. En même temps, nous savons qu'il existe diverses campagnes au sein de l'état-major général visant à pousser à la capitulation afin que le général Syrski soit remplacé par l'un de plusieurs candidats, tous étroitement liés au mouvement Azov. Pour ma part, je ne suis pas en mesure, pas plus que les commentateurs russes ou ukrainiens, de dire quelles sont les opérations secrètes de la CIA, du MI6 et d'autres puissances, ce qu'ils font ou ce qu'ils pensent faire pour reconstruire ou préparer l'état-major général à la capitulation et à la continuité.
That would be one thing. Is the Azov movement. Ce serait une chose. Le mouvement Azov, la base néo-nazie en Ukraine, comprend-il déjà que la guerre est terminée, qu'elle sera perdue? Il prépare une base, une structure de commandement, une position de repli à Lviv, peut-être quelque part entre Kiev et Lviv. Ce serait leur manière de continuer à se défendre, de tirer de l'argent de l'Occident et de poursuivre la guerre contre la Russie. Ce sont des opérations secrètes destinées à potentiellement changer le régime ukrainien, d'une manière qui semble d'abord être une capitulation, mais qui représente en réalité une continuation de la guerre contre la Russie à l'avenir. Maintenant, c'est long et compliqué, car il y a des complications politiques. Il y a des complications militaires alors que le pays fait face à des coupures de courant, à la perte de chauffage et à la destruction de sa capacité à fonctionner pendant l'hiver. Ensuite, il y a les opérations clandestines, dont nous ne pouvons qu'imaginer les détails, mais nous ne pouvons pas savoir exactement quelle sera la politique des États-Unis. Comme nous le disons, la politique américaine que Trump décrit est très simple. Il ne peut s'exprimer qu'en slogan, qu'ils se battent entre eux. Eh bien, supposons qu'ils se battent et que la Russie gagne. Que dira-t-il alors? Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes dans une phase de transition entre l'abandon de l'idée de gagner et l'acceptation du fait que ce qui émergera des décombres sera dicté par les conditions russes et servira de base à la poursuite de la guerre à l'avenir. Cela fera beaucoup de podcasts à venir, mais pas ce soir. Oui, exactement. John, comment la Russie perçoit-elle l'armée ukrainienne après un éventuel règlement en Ukraine? Une armée sans armes lourdes. Tu sais, je parle de chars, de missiles longue portée, de missiles courte portée, capables d'atteindre le territoire russe, et d'avions de chasse. À quoi cela va-t-il ressembler? Comment comment veulent-ils le camp ukrainien? Eh bien, la partie russe a été très claire dans le plan en 32 points pour un règlement de paix visant à mettre fin à la guerre qui a été présenté à Istanbul au début du mois de juin, et nous en avons parlé à de nombreuses reprises. Les détails doivent être négociés, mais ils ne le sont pas. Les États-Unis n'ont jamais tenté de reconnaître ces conditions, ni de négocier à leur sujet. L'Ukraine non plus. Il n'y a jamais eu de volonté de la part du Royaume-Uni, de la France ou de l'Allemagne de négocier sur ces bases. Mais vous me demandez, quelles sont ces conditions? Eh bien, une zone démilitarisée suffisamment profonde pour protéger la Russie d'une reprise des attaques de drones ou de missiles à longue portée, que ce soit sur la Novorossia, les 4 régions et la Crimée, ou plus à l'intérieur du territoire russe, comme c'est le cas actuellement. Aucun partage de renseignements, aucun ciblage, aucune implication opérationnelle d'une puissance de l'OTAN en Ukraine. Ainsi, tout le personnel étranger, les agents de renseignement, les planificateurs militaires, tout cela doit être retiré. L'OTAN ne peut pas avoir de position en Ukraine. Il ne s'agit pas simplement que l'Ukraine promette de ne pas rejoindre l'OTAN, elle est déjà de facto une plateforme de combat de l'OTAN. La position russe est donc la suivante. Toutes les forces étrangères doivent être retirées. Cela laisse sur le territoire ukrainien une capacité d'autodéfense qui aurait des fonctions de police, de sécurité, avec, disons, des armes relativement légères pour le maintien de l'ordre et la sécurisation du territoire restant. Cela n'a jamais été accepté, et cela ne l'est toujours pas, ni par les États-Unis, ni par l'Europe, ni par l'OTAN. Mais ce serait un reste se défendant contre lui-même, essentiellement une fonction de police. Entre cette entité sous contrôle, il y aurait une zone démilitarisée à partir de laquelle aucune arme lourde ni capacité de drone ne pourrait être lancée contre la Russie. Puis on arriverait à la ligne occidentale marquant les 4 régions,
les nouvelles régions russes de Donetsk, Lugansk, Zaporozhye et Kherson, ainsi que la Crimée. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? That's it. Did that answer your question? Yeah. So, John, I want to get back to the policy of regime change. John, je veux revenir sur la politique de changement de régime. Nous avons eu une attaque terroriste à Delhi, en Inde. Comment intégrez-vous cela dans la vision d'ensemble de ce qui se passe avec l'administration Trump et sa politique de changement de régime? Tu sais, je trouve incroyable qu'avant d'être élu, Donald Trump critiquait toute cette politique de changement de régime. Et maintenant, il fait littéralement ce qu'il critiquait auparavant. Il me semble en être devenu le principal visage. Chaque fois que nous parlons de George Soros, de ce genre de mouvement, de l'USAID, il critiquait tout cela à cause de la politique de changement de régime. Mais maintenant, il la met en œuvre par la force, par tous les moyens dont il dispose. Quel est ton point de vue sur ce qui se passe en Inde? Et pourquoi l'Inde est-elle importante? Pourquoi est-ce important pour la vision d'ensemble? Eh bien, pour le public qui ne serait pas familier avec les faits, au cours des dernières 48 heures, une voiture piégée a explosé près du Fort Rouge, dans le vieux Delhi. La voiture et ses occupants semblent avoir fait partie. C'est un hommage à la rapidité avec laquelle les forces de sécurité et les enquêteurs indiens ont identifié la source et l'organisation responsable d'une opération terroriste planifiée par un groupe connu sous le nom de Jaish-e-Mohammed, ou JEM, dont la base et le soutien militaire se trouvent au Pakistan. Il semble que les 3 individus présents dans la voiture aient été tués, ainsi qu'au moins 6 passants lors de l'attentat. J'ai consulté des sources indiennes, dont certaines avertissent que, bien que l'enquête soit en cours et identifie clairement l'organisation Jaish-e-Mohammed, comme impliquée, de nombreuses questions demeurent sans réponse. Mais laissez-moi essayer de vous expliquer ce qui semble s'être passé. D'un côté, les forces de sécurité indiennes ont réussi à arrêter et à saisir près de 3 tonnes, environ 3000 kg d'explosifs puissants, du RDX et d'autres matériaux dans les jours et les heures précédant l'attentat du Fort Rouge. Tous étaient membres du groupe Jaish-e-Mohammed, ou JEM. Et bien qu'ils aient subi des pertes importantes pendant la guerre de l'Inde avec le Pakistan plus tôt dans l'année, entre avril et mai, ils reprenaient leurs opérations. Et c'est important. Il est inhabituel qu'un groupe terroriste soutenu par le Pakistan reprenne ses opérations après une défaite aussi récente. Ces personnes, ainsi que certains de leurs dirigeants, ont déclaré avoir été encouragés par la reprise apparente des relations entre les États-Unis et le Pakistan, et ils l'ont dit publiquement. Cela soulève une question très importante. Cette opération du JEM a-t-elle échoué à ce moment-là? Et j'y reviendrai pour expliquer comment ça semble s'être produit. Mais poursuivait-elle un objectif opérationnel et stratégique sous-jacent? Et c'est là toute la question. A-t-elle été encouragée par le Pakistan dans la conviction qu'il bénéficiait du soutien des États-Unis pour ce type d'opération visant à affaiblir le gouvernement Modi en Inde? Maintenant, quelques points. Il semble qu'à ce moment-là, en raison de la vigilance et de l'efficacité des forces de sécurité indiennes, ainsi que de la saisie d'un très important stock d'explosifs quelques heures avant cette opération, ces individus aient été pris de panique et aient déplacé leur voiture remplie de nitrate d'ammonium. Je ne suis pas certain de la nature exacte des produits chimiques et aucune annonce officielle n'a encore été faite. S'agissait-il de RDX ou d'un autre type d'explosif? Il ne devrait pas falloir longtemps avant que cela soit rendu public en Inde. Ont-ils agi dans la panique parce que l'organisation faisait de plus en plus l'objet d'arrestations, que ses dépôts d'armes et d'explosifs étaient saisis? Ont-ils agi sous l'effet de la panique?
seized? Did they act in panic? Were they deliberately targeting the Red Fort? Visait-il délibérément le Fort Rouge, symbole de l'indépendance indienne, ou était-il capable de se déplacer ailleurs? Les explosifs ont-ils explosé par accident, ou était-ce calculé? Ce sont des incertitudes pour l'instant, mais voici quelques points importants que notre public doit comprendre. Tout d'abord, la grande question en Inde. Tout le monde à qui je parle la pose, elle est discutée partout, et de savoir si cette reprise des opérations du GEM en Inde a été encouragée par le Pakistan. Parce que le Pakistan se sent, pourrait-on dire, enhardi par la relation étroite que le président Trump a développée avec le général Munir, chef de l'armée pakistanaise et dirigeant de facto du pays. Y avait-il un lien de ce genre? Was there a link of that kind? Question mark. Second, timing. Deuxièmement, le calendrier. Pourquoi cela s'est-il produit maintenant? Pourquoi cette organisation Increase the pressure on India. Is India considered by L'Inde est-elle considérée par certains éléments de l'administration Trump, les opérateurs clandestins, les commandements militaires, comme un allié potentiel ou comme un pays susceptible d'agir contre les intérêts des États-Unis, étant donné que la Chine est perçue comme une cible? Nous avons vu le président Trump entretenir des relations extrêmement amicales avec le Premier ministre Modi. Mes sources affirment que du point de vue indien, on pense que le président Trump est jaloux du Premier ministre Modi, que ce dernier a la capacité de résister aux États-Unis. Cette résistance, sur les plans commercial et militaire, se manifeste par la Russie, l'Iran, le Venezuela, la Chine et l'Inde. China and India. These are the major forms of resistance. Ce sont là les principales formes de résistance à, appelons-la ainsi, la doctrine Trump de l'anéantissement et aux opérations secrètes des États-Unis visant le changement de régime. Nous avons mentionné l'anéantissement, nous avons insisté sur le changement de régime. Cette attaque est-elle efficace? Peut-être s'agissait-il d'un accident, d'une détonation accidentelle, mais faisant partie d'une préparation destinée à nuire aux relations de l'Inde avec la Russie à la veille ou pendant la visite du président Poutine. Ce sont des questions puissantes. Elles soulèvent des points importants, des points d'interrogation sur ce que vous avez évoqué. Pourquoi les États-Unis poursuivent-ils leur stratégie agressive de changement de régime et dans quelle mesure celle-ci est-elle approuvée par le président Trump? Yeah. John, just to wrap up this session. John, juste pour conclure cette session, aujourd'hui, comme tu l'as mentionné, le 11 novembre, marque le 50e anniversaire du changement de régime et du coup d'État qui ont remplacé le gouvernement élu en Australie. Oui, on appelle cela la destitution. Mais cela s'est produit pendant la présidence Carter, si je ne me trompe pas. Eh bien, le 11 novembre 1975, Gerald Ford était président et c'est le 50e anniversaire. Donc pour de nombreux Australiens qui écoutent, c'est une journée très importante à commémorer. Permettez-moi de dire quelques mots sur les raisons de sa portée mondiale, car lorsque Jimmy Carter est arrivé au pouvoir, C'était comme ça. oui, ce que l'administration Carter a fait était quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. En juillet 1967, donc Jimmy Carter était président depuis environ 6 mois, il a envoyé le secrétaire d'État adjoint Warren Christopher à Sydney pour rencontrer l'ancien premier ministre Gough Whitlam et lui présenter des excuses personnelles, avec la promesse que la CIA, c'est-à-dire l'administration Carter, s'excusait d'être intervenue dans la destitution et dans le plan visant à renverser le gouvernement Whitlam en 1975 et promettait de ne plus recommencer. Il s'est avéré qu'à ce moment précis, la CIA préparait une autre opération en Australie, et j'y reviendrai dans un instant. Mais à ma connaissance, il ne s'était encore jamais produit qu'un président américain présente des excuses pour une opération de la CIA visant à renverser un gouvernement.
togor un gouvernement allié. To topple a government, let alone a friendly government. Second, the dismissal of Deuxièmement, la destitution du 11 novembre 1975, pour ceux qui ne suivent pas la politique australienne, impliquait le gouverneur général de l'époque, Sir John Kerr, qui a révoqué le premier ministre élu, le chef du Parti travailliste Gough Whitlam, et nommé le chef conservateur Malcolm Fraser au poste de premier ministre. Fraser devait ensuite superviser les élections, dissoudre le Parlement et remporter les élections suivantes. Ce qui a établi le gouvernement Fraser avec une majorité conservatrice au Parlement. La destitution concernait les actions de Kerr et Whitlam disposait de plusieurs options, ainsi que d'une certaine connaissance préalable de ce qui se préparait. Mais pour de nombreux Australiens qui en discutent aujourd'hui, et pour beaucoup qui en débattaient à l'époque, il existe encore de vives discussions sur ce que Whitlam aurait pu faire, aurait dû faire, et ainsi de suite. There's a lot of argument about what Whitlam could have done, should have done, and so forth. But what is very interesting now for our audience. Ce qui est très intéressant maintenant pour notre public, c'est ceci. Nous avons parlé du Venezuela, nous avons parlé de l'Iran, nous avons parlé de la Syrie, nous avons parlé du changement de régime en Russie. Ces objectifs américains, mis en œuvre secrètement ou militairement, ont également été poursuivis en Australie. Il existe une très forte réticence de la part des médias australiens à reconnaître que la CIA ait joué le moindre rôle. Et le fait que l'administration Carter ait présenté des excuses n'est mentionné dans aucune des couvertures médiatiques actuelles. Il y a eu la première destitution, disons-le ainsi, mais la seconde destitution n'est absolument pas évoquée. En 1977, Kerr, en tant que gouverneur général, représentait une profonde polarisation et une division de l'électorat australien. Lui-même était devenu alcoolique. Il ne parvenait plus à assumer ses fonctions et a dû être remplacé. C'était compris dans le gouvernement Fraser. C'était compris dans le gouvernement américain et dans le gouvernement britannique. Chacun d'eux exerçait une influence à Canberra. Ce que je sais, c'est que la seconde destitution était un plan visant à écarter Kerr et à le remplacer par un nouveau gouverneur général. Je le sais parce que le nouveau gouverneur général, Zelman Cowen, était le frère de ma mère, mon oncle. Et je parle ou j'écris très rarement à propos de cet homme. Nous n'étions pas en bons termes. Il est mort maintenant. L'exigence de ma mère selon laquelle je ne devais jamais révéler ce que je savais sur Zelman Cowen a pris fin à sa mort en 2017. Zelman Cowen avait été choisi par le gouvernement des États-Unis et la CIA pour devenir gouverneur général. Comment le sais-je? Parce que Malcolm Fraser me l'a dit lorsque nous nous sommes rencontrés après sa retraite. Je suis simplement en train de vérifier les dates. J'avais juré de ne pas répéter ce qui avait été dit, et il est mort 2 ans plus tard. Donc cette promesse s'est éteinte avec lui. Essentiellement, Fraser a dit qu'il n'avait jamais entendu parler de Zelman Cowen avant de l'appeler à Canberra pour le rencontrer et de lui dire « Je vous nomme gouverneur général ». Je lui ai demandé si vous ne l'aviez jamais rencontré ni entendu parler de lui. C'était un professeur d'université, un vice-chancelier d'université. Pourquoi l'avoir choisi? Il m'a dit que le choix de Cowen ne venait pas de lui, et il est resté très vague sur son origine. Par conséquent, depuis une dizaine d'années, devant un tribunal fédéral américain à Washington, je cherche à obtenir les documents du département d'État et de la CIA concernant Zelman Cowen, depuis avant 1967 jusqu'à la fin de son mandat de gouverneur général. Ils ont refusé de les remettre, l'homme est mort. J'ai perdu le procès qui a été porté devant la Cour d'appel du district de Columbia. Les seuls documents jamais publiés concernant Zelman Cowen portent sur les menus des dîners d'État et sur l'emplacement où les responsables devaient se tenir lors de l'arrivée de hauts fonctionnaires américains. La réticence des États-Unis à divulguer des informations sur cet Australien
ne se retrouve pas dans d'autres cas. D'importantes publications ont été faites au sujet de Robert Hawke, un premier ministre australien qui fut un informateur pour le FBI et le département d'État. C'est un phénomène courant dans l'histoire du gouvernement australien. En résumé, très brièvement, ce qui était unique dans le cas australien, c'est d'abord que la CIA a présenté ses excuses avant de commencer à planifier la destitution du gouverneur général, qu'elle a effectivement réussi. Et ensuite, lorsque les Australiens se demandent, comme ils l'ont fait à l'occasion de cet anniversaire, si cela pourrait se reproduire. La réponse est qu'il n'en a pas besoin. Le grand succès de l'intervention des États-Unis dans la politique australienne a été de rendre le Parti travailliste australien et le Parti conservateur ou libéral national tellement subordonnés aux États-Unis, tellement dignes de confiance et contrôlables du point de vue américain, qu'il n'est plus nécessaire de renvoyer qui que ce soit. C'est un niveau de réussite dans la pénétration d'un gouvernement que certains de nos auditeurs pourraient reconnaître en Europe, certainement en Grèce. Certains de nos auditeurs pourraient le reconnaître dans les Amériques. Et qu'avons-nous face à cela? Qu'avons-nous comme résistance? Eh bien, nous avons l'Iran, nous avons la Russie, nous avons l'Inde, nous avons la Chine, nous avons la République populaire démocratique de Corée, nous avons le Venezuela. Ce sont les pays résistants qui ne sont pas des succès d'opérations secrètes comme celui-là ce fut le cas en Australie. Merci beaucoup, John. Merci de m'avoir invité et nous nous retrouverons la semaine prochaine. Nous verrons quels secrets passionnants se dévoileront dans les pays dont nous venons de parler. Merci.